Il faut s'imaginer un truc assez vertigineux pour commencer. Chacun de nous transporte en ce moment même des milliers de milliards de microbes dans ses intestins. C'est un chiffre qui donne complètement le tournis, oui. Bah ouais. Et en fait, c'est pas simplement un bête tube digestif qui est juste là pour transformer mécaniquement notre dernier repas. C'est une véritable métropole microscopique. Ça grouille de vie, il y a des interactions hyper complexes, des conflits de territoire. Des alliances aussi, non? Tout à fait. Et aujourd'hui, on fait une plongée approfondie dans une étude vraiment majeure qui a été publiée dans la revue Nature. Exactement. Et la mission de cette analyse aujourd'hui, c'est de bien comprendre ce changement de paradigme. L'idée centrale de ces recherches, c'est d'adopter une perspective purement écologique. C'est ça. Au lieu de voir ce microbiome comme une simple source de maladies potentielles qu'il faudrait bombarder de médicaments en moindre problème, Ce qu'on fait très souvent d'ailleurs. oui, beaucoup trop souvent, là les chercheurs nous invitent à le considérer comme une forêt dense ou un écosystème complexe qu'il faut vraiment comprendre, entretenir et cultiver pour maintenir notre santé globale. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, parce que cette transition conceptuelle, elle est absolument cruciale. Ah mais totalement. Pendant des décennies, la médecine moderne s'est vraiment concentrée sur une approche pasteurienne classique. En gros, on identifie un méchant pathogène et on l'éradique. Dans le tas. Mais l'approche écologique qui est mise en lumière par cet article, elle nous montre que la dysbiose, donc le déséquilibre global de ce système interne, c'est ça le véritable moteur de plein de problèmes de santé aujourd'hui. On dépasse les simples maux de ventre, là. Ah oui, de très loin. Les données relient désormais directement l'état de cet écosystème à l'obésité, à la malnutrition sévère, aux maladies inflammatoires chroniques. Et même aux troubles neurologiques, c'est dingue. C'est fascinant. Comprendre la dynamique de cette communauté dans son ensemble, c'est devenu en fait la clé de voûte pour concevoir les thérapies de demain. D'accord, alors décortiquons un peu tout ça. Pour bien saisir cette dynamique, il faut d'abord regarder la composition de cette jungle microbienne. La première question qui vient, c'est à quoi ça ressemble un intestin normal? C'est la question que tous les chercheurs se sont posée avec l'arrivée des nouvelles technologies de séquençage génétique. Ils espéraient trouver une flore standard, Un tronc commun universel, en gros. c'est ça, partagée par tous les humains en bonne santé. Mais les résultats ont pulvérisé cette hypothèse. Il n'y a pas de microbiote parfait. Non, il n'y a pas de microbiote parfait ou universel. Un individu moyen abrite plus de 1000 espèces différentes, ce qu'on appelle des phylotypes. Et pourtant, j'ai lu qu'il y a quand même deux grands groupes qui dominent, les bactéroïdètes et les firmicutes, c'est ça? Oui, ce sont les deux grandes familles dominantes chez l'adulte, mais à l'intérieur de ces familles, la combinaison spécifique varie de façon spectaculaire d'une personne à l'autre. C'est une vraie empreinte digitale biologique. Absolument. Et c'est là qu'intervient l'un des concepts les plus puissants de l'étude, la redondance fonctionnelle. Les auteurs utilisent une analogie très parlante, celle des forêts tropicales. L'Amazonie et le bassin du Congo, par exemple? Voilà, si on compare ces deux forêts, on observe des espèces d'arbres, d'insectes, de mammifères qui sont totalement différents. Parce qu'elles ont des histoires évolutives séparées. Exactement. Mais d'un point de vue biogéochimique, ces deux écosystèmes remplissent exactement les mêmes fonctions. Ils capturent l'énergie solaire, ils recyclent le carbone. Ils fixent l'azote, produisent de l'oxygène. Eh bien, dans notre intestin, c'est la même logique. Même si les espèces présentes diffèrent radicalement entre deux individus, les profils fonctionnels sont remarquablement constants. Donc la question, c'est pas de savoir qui est là, mais plutôt ce qu'ils font. Tout à fait. Tant que la communauté possède le bagage génétique nécessaire pour digérer les glucides ou interagir avec notre système immunitaire, l'identité spécifique des bactéries importe peu. Si je fais un petit résumé grand public de cette première partie en clair, il n'y a pas un seul bon microbiote. L'intestin, c'est comme une usine où les employés changent d'une personne à l'autre, mais tant que le travail de digestion et d'immunité est fait, l'usine tourne bien. C'est une excellente image. Cette plasticité fonctionnelle, c'est ce qui permet à notre corps de s'adapter. Mais ça soulève une question fondamentale sur la mise en place de ce système. Ouais, comment ça se forme au tout début? On est avec? Alors non, l'article détaille ça à travers le prisme de la succession écologique. À la naissance, le ventre d'un nourrisson, c'est un environnement quasiment stérile. Une page blanche? C'est ça. Et ça devient soudainement le théâtre d'une colonisation intense. C'est un milieu hautement instable au début.
Ce n'est qu'au cours des 3 premières années de vie que cet écosystème va traverser différentes phases. Pour se stabiliser à la fin. Oui, pour former une communauté climatique. Et cette trajectoire est profondément influencée par les premiers événements de la vie. Comme le mode d'accouchement. Voix basse ou césarienne, oui. L'allaitement aussi, l'introduction des aliments solides et de manière critique, l'exposition précoce aux antibiotiques. Et les conséquences de ces 3 premières années sont vraiment pas éphémères. L'étude cite des travaux fascinants sur des souris dites axéniques. C'est bien le terme? Axénique, oui. Des souris élevées dans un environnement stérile, sans aucun microbe. Si on introduit un microbiote normal chez ces souris juste après leur naissance, leur système immunitaire se développe parfaitement. Ça les protège contre l'asthme, par exemple. Mais là où les données sont frappantes, c'est que si on attend que ces souris soient adultes pour leur inoculer ces mêmes bactéries, Ça marche plus. la protection ne s'opère pas. Elles développent une accumulation anormale de cellules immunitaires dans les poumons, ce qui les rend extrêmement vulnérables à l'asthme allergique. Donc il y a une vraie fenêtre de tir critique. Une fenêtre d'opportunité immunologique, oui. La première vague de microbes éduque activement le système immunitaire. Si cette éducation est retardée, notre tolérance immunitaire est altérée de façon permanente. Voici où ça devient vraiment intéressant. Parce que le développement s'arrête pas à l'enfance. À l'âge adulte, l'environnement géographique et notre alimentation continuent de sculpter ce paysage, non? Complètement. Les chercheurs ont comparé des populations occidentales, aux États-Unis, avec des populations de sociétés agraires au Malawi ou chez les Amérindiens du Venezuela. Et les contrastes sont saisissants. C'est le jour et la nuit. Dans les sociétés industrialisées, avec un régime riche en viande, en graisses saturées, c'est le genre bactérien Bacteroides qui domine. Alors que dans les populations rurales, qui mangent surtout des végétaux riches en fibres, Là, c'est le genre Prevotella qui prédomine. Ces bactéries ont les bonnes enzymes pour dégrader ces fibres complexes que notre propre corps ne peut pas digérer. l'écosystème s'adapte parfaitement à ce qu'on lui donne à manger, en fait. Exactement. Et ça façonne directement notre métabolisme, ce qui ouvre la voie à la médecine personnalisée. La composition de notre flore modifie concrètement l'efficacité des traitements médicaux. L'exemple du soja dans l'étude m'a sidéré. On dit souvent que ça protège contre le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Sauf que ces bénéfices viennent d'une molécule appelée l'école. Et l'école n'est pas dans le soja. C'est nos bactéries qui le fabriquent. Voilà, en métabolisant le soja. Et en Asie, 50 à 60% des adultes ont la bonne bactérie pour faire cette conversion. Et dans les pays occidentaux. Seulement 25 à 30%. C'est dingue. Donc un aliment santé peut faire des miracles en Asie et ne rien faire du tout chez un occidental, juste parce qu'il lui manque la bonne bactérie. C'est exactement ça. Et le principe s'applique aussi aux médicaments. Le cas du paracétamol, l'acétaminophène, est très révélateur. Il se passe quoi avec le paracétamol? Son métabolisme dans le foie dépend d'une enzyme. Or, nos bactéries intestinales produisent une molécule appelée le pécrésol, qui a besoin de cette même enzyme hépatique pour être éliminée. Donc c'est une compétition directe. Oui, si votre flore produit trop de pécrésol, ça accapare les enzymes du foie. Le paracétamol n'est plus métabolisé correctement et le foie doit utiliser une voie alternative qui produit des toxines. En gros, la toxicité d'un banal cachet pour la tête dépend des bactéries qu'on héberge. Absolument. Ça montre que les essais cliniques faits uniquement sur des populations occidentales passent peut-être à côté de variations d'efficacité majeures. Si je résume simplement cette partie, notre mode de vie et notre alimentation dictent quelles bactéries s'installent chez nous de manière permanente. Et comme notre flore est unique, un médicament peut guérir quelqu'un et intoxiquer son voisin. C'est un excellent résumé. Ce qui nous amène naturellement à la question de la stabilité de cet écosystème sur le long terme. Ouais, l'équilibre. Parce que le corps tend vers un état stable, comme un pendule qui revient au centre. J'ai vu dans l'étude cette idée d'entérotype, l'idée qu'il n'y aurait que 3 profils intestinaux majeurs dans le monde. C'était un débat passionné. L'idée de classer l'humanité dans 3 grandes boîtes, un peu comme les groupes sanguins. Mais la réalité scientifique est plus nuancée, c'est ça. Oui, avec plus de données génomiques, l'hypothèse stricte a été révisée. On parle plutôt d'un gradient, une infinité de configurations stables. Donc le pendule oscille selon le repas ou le stress, mais revient à son point d'équilibre personnel. Voilà. Le problème, c'est quand la robustesse de cet équilibre bascule vers ce qu'on appelle des états stables alternatifs qui peuvent être toxiques. L'obésité en est le parfait exemple. Un fait saisissant de l'étude, c'est qu'on peut prédire si une personne est mince ou obèse avec 90% de précision, juste en regardant son microbiote.
C'est hallucinant. Et les expériences de transplantation sur des souris ont prouvé que le microbiote est un acteur causal, pas juste un reflet de la maladie. Si on transfère le microbiote d'une souris obèse à une souris stérile, mince, Elle devient obèse beaucoup plus vite, même en consommant exactement les mêmes calories. L'écosystème obèse extrait l'énergie plus efficacement et force le stockage des graisses. et quand l'écosystème déraille avec des maladies graves, comme la maladie de Crohn, Là, on observe un phénomène écologique frappant. L'intestin adulte malade se dégrade, la richesse des espèces s'effondre. il régresse carrément. Il se met à ressembler étrangement au microbiote instable d'un nourrisson. Les niches écologiques laissées vacantes deviennent des terrains vagues. Qui sont vite colonisés par des mauvaises herbes, des espèces opportunistes comme Clostridium difficile. Exactement, qui prolifèrent dans ce chaos. Pour synthétiser pour tout le monde, notre corps est une zone de confort microbienne. Mais quand une maladie ou une mauvaise alimentation s'installe, l'écosystème bascule dans une nouvelle zone de confort, toxique, qui rappelle la vulnérabilité d'un bébé. Ce qui nous amène au cœur de l'étude de Nature, la notion de résilience. La capacité d'encaisser un choc avant de changer d'état. C'est ça. En écologie, on utilise souvent l'analogie d'un lac d'eau claire. Il peut absorber un peu de pollution agricole sans broncher. Mais passer un seuil critique, Il perd sa résilience originelle et se transforme soudainement en un marécage trouble couvert d'algues vertes. et c'est super dur de revenir en arrière. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous? Quel est notre choc majeur? Le choc le plus violent pour notre flore, c'est l'administration d'antibiotiques à large spectre. L'étude cite le cas de la ciprofloxacine, donnée sur 10 mois. C'est un vrai désherbant. Un effondrement immédiat de la diversité. Chez certains, l'écosystème récupère, mais chez d'autres, le traitement pousse le système au-delà de sa limite. Et l'intestin subit une altération permanente. Il y a même cette histoire de résistome. Oui, les gènes de résistance persistent des années après l'arrêt du traitement. L'écosystème garde une mémoire génétique du stress. Face à cette médecine qui altère le terrain, la science propose une solution magique, la bactériothérapie ou transplantation fécale. Pour les infections graves à Clostridium difficile, les antibiotiques échouent souvent. La logique ici est purement écologique. On réimplante un écosystème entier d'un donneur sain. Le taux de réussite est faramineux, 92% sur 317 patients étudiés. Et souvent après une seule administration. Comment ça marche si bien? C'est le principe d'exclusion compétitive. Le nouveau réseau sain monopolise toutes les ressources et l'espace. Le pathogène est purement et simplement affamé et évincé. Et ça rétablit la communication avec le corps comme l'acidité locale. Donc en gros, les antibiotiques sont un désherbant qui abîme le terrain, mais on peut replanter une pelouse saine avec une greffe pour chasser les mauvaises herbes. C'est la conclusion majeure de cet article. L'ère de la destruction ciblée aveugle touche à ses limites. Le médecin de demain sera un jardinier. Un gestionnaire d'écosystème, oui, qui utilisera des probiotiques, des prébiotiques et l'alimentation pour consolider cette résilience naturelle. On ne combat plus, on cultive. C'est fascinant. Pour clore cette exploration, il y a une dernière réflexion très provocatrice dans les conclusions de l'article. Sur la chute libre de la diversité microbienne, Voilà. Dans les pays occidentaux, avec notre alimentation ultra transformée et notre hygiène extrême, des lignées bactériennes entières qui vivent avec l'humanité depuis la nuit des temps sont en train de s'éteindre. c'est une perte de patrimoine génétique irrémédiable. Et ça explique sûrement l'explosion des maladies auto-immunes. Alors la question se pose, si on crée des réserves mondiales de semences végétales au Svalbard, ne devrait-on pas créer d'urgence des banques mondiales de microbiotes issus de sociétés agraires traditionnelles? Sauvegarder ces écosystèmes intacts avant qu'ils ne disparaissent sous la pression de l'industrialisation. Ça pourrait être le plus grand défi médical du siècle. De quoi faire réfléchir lors du prochain repas.